Eh ben, on va commencer du coup. Hop. Donc, bienvenue pour ce premier web café qui porte sur la thématique culture, qualité et sécurité. On va, hop, du coup, vous me connaissez peut-être ou pas. Donc moi, c'est Aurélie Gonneau. Je suis ingénieure qualité à Calva et donc il y a Marianne également. Je te laisse te Voilà, présenter, Marianne. voilà. Donc Marianne Pavard, moi je suis coordinatrice de Calva et je vais animer ce café rencontre, enfin ce web café avec Aurélie ce matin. Et donc on va faire une présentation rapide de Calva pour ceux qui ne connaissent pas, revenir un peu sur la communauté de pratique culture sécurité et vous montrer la plateforme collaborative qui est rattachée à cette culture sécurité et également sur laquelle nous faisons nos formations et prochainement du e-learning. On va vous présenter les outils qui sont à disposition chez Calva au travers de notre catalogue et puis on va vous en faire la présentation visuelle, ce que vous trouverez dans les fameux kits de ces outils. Et puis on évoquera en fin de séance, donc normalement on ne devrait pas dépasser 1h30. On pourra échanger en fin de séance. Alors s'il y en a qui souhaiteront prendre la parole, bien sûr, ils pourront le faire. Sinon, ce sera également via le chat. On verra comment adapter ces outils, comment les faire évoluer, notamment dans la période qu'on connaît actuellement. Et puis voir un peu quels nouveaux outils éventuellement sûrement vous avez besoin et comment on peut s'organiser pour les créer. Petite présentation de Calva rapide. Hop, voilà. Donc Calva, en fait, à la base, c'était l'ARBNSQ, de son petit nom premier, qui est né en 2003. C'est une association en fait de professionnels des établissements de santé de Basse-Normandie. En 2011, en fait, l'ARBNSQ perd son A. C'est toujours une association, mais du coup, ce sont les structures sanitaires et médico-sociales de Basse-Normandie qui vont adhérer et non plus les professionnels eux-mêmes. On voit que progressivement, au cours des années, Calva se professionnalise au niveau des formations pour avoir tous les agréments qui peuvent vous permettre de suivre les formations actuellement grâce à vos OPCA, vos organismes qui remboursent les formations, soit directement, soit auprès des professionnels ou de votre structure. En 2017, le RBNSQ change de nom. Donc RSBNSQ, c'était Réseau Bas Normand Santé Qualité, pour devenir Calva, pour qualité valorisée. Et en fait, ça coïncide avec également la réunification des deux Normandies. Donc Calva s'étend à la ex-Haute-Normandie et elle s'étend aussi aux représentants d'usagers. Donc du coup, à partir de 2017, ce sont les structures de santé et les associations de représentants d'usagers de Normandie qui adhèrent. En 2018, on a été nommé par la structure régionale d'appui à la qualité par l'Agence régionale de santé. Et on continue toujours notre parcours de certification en tant qu'organisme de formation. On a été datadocké en 2019 et actuellement, Sandrine, la voix de Calva, c'est celle que vous entendez souvent au téléphone, et Marianne travaille activement pour qu'on puisse être certifié et que nos prestations soient toujours au top de la qualité et que vous puissiez également vous faire rembourser ces formations. Les missions et les valeurs de Calva, donc les valeurs, c'est l'écoute, l'innovation et le partage. On se voit aujourd'hui à la fois pour partager les différents outils qui ont été créés avec des professionnels de terrain. Et puis, ça nous permet également, voilà, on continue d'innover en utilisant tous les moyens à notre disposition pour pouvoir être le plus présent possible auprès de vous. Et surtout l'écoute, qui est une valeur qui nous est très chère.
Nos missions, c'est de développer, promouvoir et accompagner une dynamique qualité et sécurité des soins, valoriser les savoir-faire et les expériences régionales, réaliser des formations, des informations et des accompagnements, bien sûr sur le domaine de la qualité et de la sécurité des soins. Hop, je continue d'à mettre du monde, c'est pour ça qu'il y a des temps de latence. Voilà, donc on est financé une grosse partie par l'Agence régionale de santé, mais il y a aussi une autre partie qui est financée par nos adhérents. En adhérant à Calva, on est actuellement à 138 structures adhérentes pour 2020. Qu'est-ce qui vous permet en fait en adhérant à Calva, c'est d'avoir des groupes de travail et des outils qui sont élaborés, donc bien sûr en concertation avec ces structures adhérentes, et qui sont hors priorité régionale, puisque le financement de l'ARS est fléché pour travailler sur certaines thématiques. Vous avez le droit aussi à des formations en intra. Les formations en intra, on les réserve qu'à nos adhérents, et vous avez le droit à des tarifs préférentiels sur les formations en inter, et vous avez le droit également à des accompagnements spécifiques. Le programme de 2020 est le suivant. Donc, au centre, vous avez les priorités régionales avec la gestion des événements indésirables graves liés aux soins pour lesquels on peut vous accompagner, ou alors à laquelle l'ARS peut demander que vous soyez accompagné. Il y a bien sûr la certification des établissements de santé, les indicateurs qualité, les IFAQ, et la culture qualité en médico-social. Donc ces priorités sont déclinées en fait en différentes possibilités. Nous avons les communautés de pratique, nous avons des formations et nous avons des outils, et nous avons également des cafés qui sont en lien avec ces thématiques. Au niveau du Calva, on a 9 thématiques privilégiées de travail. C'est le développement d'une culture sécurité, d'où on se trouve aujourd'hui en webconférence. C'est renforcer aussi les relations avec les usagers. C'est partager sur la certification, promouvoir la qualité en médico-social, participer à l'identification du patient en Normandie, à cette thématique-là, accompagner la gestion des événements indésirables graves associés aux soins, sécuriser le circuit du médicament avec lesquels on travaille avec l'Omedit, améliorer le parcours de soins et travailler en équipe. Je ne vous ai pas dit, vous aurez à disposition le diaporama, hein, on vous le refournira. Hop, admettre, voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie-là? Bon, certains connaissent déjà. Je vais faire un petit point du coup sur la communauté de pratique. Donc la communauté de pratique, en fait, elle repose sur 3 grands principes, qui est de s'entraider, de partager et de tester. Donc on s'entraide sur les difficultés que chacun peut rencontrer, que chacun des membres de la communauté peut rencontrer, et du coup on va chercher ensemble les solutions. Qu'est-ce qu'on partage? On partage des outils et des méthodes. Ça permet finalement de gagner du temps pour récupérer des outils qui sont fonctionnels et de partager des méthodes qui sont opérationnelles. Et puis, dans le cadre de ces communautés, l'émulation de l'intelligence collective faisant, va y avoir des nouvelles choses qui vont ressortir, on va pouvoir faire du retour d'expérience, on va pouvoir créer de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Puisque je vous le rappelle, une des valeurs de Calva, c'est aussi l'innovation, et on va pouvoir tester justement ces nouvelles propositions au sein de la communauté pour en retirer celles qui sont vraiment opérationnelles et qui pourront être utilisées à plus grande échelle au niveau régional.
à quoi vous avez accès quand vous inscrivez à cette communauté de pratique? Vous avez le droit à l'annuaire des membres, ce qui vous permet finalement de construire votre réseau et de communiquer entre vous si vous avez besoin en dehors de la communauté. Vous pouvez également échanger au sein de la communauté à travers un forum de discussion. Donc ce forum est bien sûr ciblé sur les thématiques de la communauté et donc vous partagez les mêmes intérêts au sein de cette communauté. Vous avez accès aussi à une bibliothèque virtuelle qui regroupe tous les documents réglementaires, les recommandations, les publications et les retours d'expérience. Et puis, il y a des rencontres entre les membres qui sont organisées. Alors, on peut organiser des groupes de travail sur certaines thématiques spécifiques, faire des retours d'expérience ou faire des cafés-rencontres ou des webconférences ou des web-échanges comme aujourd'hui. On étoffe notre panel d'outils au fur et à mesure qu'évolue la communauté et au fur et à mesure qu'évolue aussi le contexte dans lequel nous travaillons tous. Les bénéfices attendus pour les membres, les participants de ces communautés, c'est l'appui de la communauté, c'est ce que je vous disais. On peut bénéficier des expériences des uns et des autres. C'est réduire l'isolement. Parfois, on peut se sentir un peu isolé dans notre structure et parfois aussi peu entendu et peu écouté par les autres professionnels. Donc, ça permet de se regalvaniser, d'avoir des trucs et astuces pour pouvoir développer la qualité, cette culture qualité et cette culture sécurité au sein des établissements auxquels on travaille. Avoir ce sentiment d'appartenance, parce qu'on fait partie d'une communauté qui partage les mêmes intérêts que nous. C'est stimuler l'énergie et l'intelligence collective, stimuler aussi l'innovation. C'est une économie de temps puisqu'on va pouvoir récupérer des outils qui sont fonctionnels et on va pouvoir demander aussi des conseils si jamais on en a besoin pour pouvoir les adapter à notre structure et au contexte de travail dans lequel on veut les utiliser. Ça permet de réduire les coûts liés à des erreurs répétées. Et puis, ça permet finalement de mutualiser des ressources puisqu'on peut demander conseil au travers de cette communauté à des expertises qu'on n'a pas au sein de notre structure. Et puis bien sûr, c'est d'améliorer la qualité et la sécurité. Et on peut trouver encore bien d'autres bénéfices, mais je vais m'arrêter là pour les principaux, sinon je vais vous tenir jusqu'à midi. Comment faire pour adhérer à cette communauté? Eh bien, il suffit de vous inscrire avec ce principe de je donne et je reçois. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de Calva ou alors directement sur notre plateforme collaborative. Je vais vous les montrer dans un instant. C'est de se présenter une fois qu'on est inscrit et découvrir les autres membres, c'est d'exposer vos difficultés, on se met d'accord pour travailler ensemble, donc ça peut se faire par exemple au travers du forum, et puis on peut échanger avec les autres, ça peut se faire au travers du forum ou aussi au travers de ces événements qu'on organise régulièrement. Vous pouvez aussi nous interpeller si vous avez besoin d'une réunion sur un sujet particulier. Et puis, c'est de tester les solutions, de les partager, comme je vous l'ai expliqué auparavant, et de faire en sorte que tout le monde en profite. Actuellement, on a ouvert cette communauté en avril 2019 et actuellement, on est 66 participants à cette communauté. Je vais vous montrer maintenant, hop. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Donc, pour pouvoir accéder, vous avez le descriptif. Donc, ça, c'est notre site internet, pardon, et deux possibilités pour pouvoir accéder au descriptif de la communauté pour pouvoir vous inscrire, soit en cliquant ici sur l'icône communauté de pratique, en savoir plus, ou alors en allant dans le menu formation et thématique et communauté de pratique. Voilà les deux chemins possibles. Donc nous, on va passer par là.
ici, vous retrouvez toutes les communautés qui existent sur les différentes thématiques et comme vous le voyez, on retrouve finalement les thématiques de notre programme de travail. Donc, culture, sécurité se trouve ici. Et vous avez le descriptif et en bas, comment s'inscrire. En vous inscrivant, il y aura un petit formulaire à remplir. Nous, ça nous permet de vous enregistrer et derrière de compléter l'annuaire des membres. Vous voyez, c'est assez simple, hein, c'est nom, prénom, les fonctions, vos coordonnées mail, l'établissement dans lequel vous exercez, quel est le type de structure et les domaines dans lesquels vous avez de l'expérience. Et puis du coup, vous allez pouvoir vous inscrire, enfin on va vous inscrire, on va vous donner accès à cette communauté de pratique que je vous montre de suite. On est hébergé actuellement par NES, donc c'est le GCS. J'ai un trou de mémoire, Marianne, comment il s'appelait anciennement? Normandie Santé, merci. Qui nous héberge, d'où le changement d'adresse pour ceux qui connaissaient l'ancienne plateforme. Et du coup, on a remasterisé notre plateforme. Et donc, vous avez accès, donc de base, tout le monde a accès à cela. Si vous êtes adhérent à Calva, vous pouvez également vous inscrire aux différentes communautés de pratique en passant par fonctionnement et inscription. Donc là, vous retrouvez un petit historique de Calva. Et puis, les liens vers notre site internet pour pouvoir s'inscrire en fait aux différentes communautés de pratique. En tant qu'adhérent, vous avez accès aussi à des outils supplémentaires, notamment une veille documentaire et des outils qui sont réservés à nos adhérents. Et en ce moment, il y a un sondage qui est en cours pour savoir s'il est utile ou pas et sur quelle thématique on peut fonctionner. On peut travailler, il y a un sondage du coup qui est en cours pour la création de ce forum. Et donc dans Culture, vous pourrez accéder à la communauté de pratique. Et vous voyez que vous avez accès au forum, à l'annuaire des membres qui est téléchargeable, aux outils, la fameuse bibliothèque, les enquêtes qu'on réalise au sein de... et les rencontres. Donc la rencontre qu'on fait actuellement, elle va être enregistrée, elle va pouvoir être mise sur cette communauté de pratique. Voilà pour la communauté de pratique. Est-ce que vous avez des questions? J'attends de voir si... il y a des questions qui se met sur le chat. A priori, non. C'est que j'ai dû être claire. Avant de continuer, je vous propose de faire un petit sondage. J'ai l'impression que tout le monde est arrivé. J'attendais un peu avant de le lancer. De savoir qui... Hop, je le lance. De savoir qui est présent lors de cette formation. Je vois qu'on est 35. Donc, si vous pouviez répondre à ce sondage, donc quelle est votre catégorie professionnelle et votre département? Alors du coup, il y a 11% d'encadrants administratifs, 7% d'encadrants soins, 4% de professionnels médicaux, 7% de professionnels paramédicaux, 70% de professionnels qualité et gestion des risques. Et donc à cela, il faut ajouter au moins un représentant des usagers dans le 76. Et puis, au niveau représentation des départements, bah, c'est la Seine-Maritime qui est le plus représenté avec 63%. Ensuite vient le Calvados avec 19%, l'Eure avec 7%, la Manche 7% et l'Orne 4%. Mais merci d'avoir répondu.
je regarde si je suis dans les temps. Ça devrait aller. Eh bien, je vous propose de commencer. Oui, je vois des mains qui se lèvent. Oui, c'est en tant que représentant des usagers que j'interviens. Oui. Je suis étonnée qu'on soit si peu nombreux, je suis toute seule. Pour avoir participé au Ségur de la santé oui. et avoir entendu, partagé beaucoup de plaintes des représentants des usagers de Normandie ouais. Sur les difficultés pour intervenir, pour être vraiment présent dans les institutions et être reconnu en tant que tel. Oui. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça, mais c'est quand même une continuité, mais en même temps un résultat ouais. dans le relationnel et la place du représentant des usagers dans chaque institution. Des choses qui sont vraiment extraordinairement positives et puis des choses qui sont tout à fait inexistantes et regrettables. Mais bon, voilà. Est-ce que Calva n'a pas ce que je vois tous un les rôle à jouer et un rôle à jouer, parce que quand on voit l'ensemble des adhérents que vous avez notés avec le petit fléchage sur la Normandie, il y a peut-être là une communication qui favoriserait peut-être la place des représentants des usagers dans les institutions, au travers de vous. Ouais. Voilà. Question. Alors, je vais laisser Marianne répondre, mais c'est vrai que c'est un axe fort aussi chez Calva. On a des associations qui sont adhérents chez nous et il y a une communauté de pratiques qui existe. Marianne, je te laisse la parole pour en parler. Tout à fait. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on intègre de plus en plus les représentants des usagers dans l'ensemble de nos projets. L'objectif, c'est qu'il y ait vraiment une association. À chaque fois qu'on a un professionnel dans un groupe, il faut qu'il y ait un représentant des usagers. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de mener depuis quelques années maintenant. Comme l'a dit Aurélie, on a une communauté de pratiques spécifique ciblée sur les relations avec les usagers. Donc, c'est principalement un groupe de travail qui associe des professionnels, mais aussi de plus en plus de représentants des usagers. Donc, on est dans cette mouvance-là, effectivement, d'intégrer les représentants des usagers dans nos actions. Dans nos programmes aussi, on essaye de faire des choses qui puissent être accessibles à tous. Maintenant, c'est vrai que quand on lance la campagne d'adhésion, on demande d'avoir les coordonnées des représentants des usagers. Alors là aussi, peut-être qu'en interne, on a peut-être besoin d'un peu d'aide pour avoir d'autres contacts de façon à ce que nos informations circulent encore plus au sein des CDU et des CVS, par exemple. Parce que c'est vrai qu'on a quelques coordonnées, mais on a peut-être besoin d'un coup de pouce pour avoir encore plus, pour étoffer notre réseau, j'ai envie de dire. Oui, oui, certainement qu'il y a, oui, il y a des choses qui sont, j'ai commencé par les choses positives, mais il y a des choses qui sont hallucinantes de négatif et de mépris des représentants des usagers dans certaines institutions. Donc là, il y a peut-être un autre chemin à prendre pour que ces personnes, et le vôtre me semble être l'idéal, pour que ces personnes puissent être reconnues par les institutions et réellement participer à une dynamique à l'intérieur des établissements. Bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. Là, j'empiète un petit peu sur la partie outils, mais c'est vrai que ce qu'on préconise, bon, c'est des ateliers à mettre en place par les professionnels, mais aussi on incite fortement à ce que les représentants des usagers soient intégrés depuis le début, depuis la préparation, la mise en place de ces ateliers jusqu'à l'animation et le débriefing. Donc, dans l'ensemble de nos outils, on pousse aussi de ce côté-là à tendre vers un binôme, en fait. Oui, oui, oui. Et là, c'est vrai qu'au niveau du Ségur, Neuchâtel-en-Bray était là quelque chose d'assez exceptionnel sur le relationnel et sur la façon dont les choses avançaient. Tout à fait, oui. Ça va être un long chemin, mais effectivement, on avance en ce sens. Du coup, je vous propose de présenter les outils, puisque on a commencé à en discuter. C'est aussi à travers ces outils-là qu'on peut intégrer finalement l'acculturation à la culture sécurité, puisqu'à la base, ces outils peuvent être utilisés pendant la semaine sécurité patient.
Les demandes qui avaient été faites des participants des dernières rencontres, c'était d'avoir des outils ludiques, modulables selon les thématiques, adaptables à la structure, courts pour que les participants puissent y assister facilement et de manière nombreuse dans l'établissement, mobile et avec un support au format court à remettre aux participants pour avoir des recommandations. Je vous rappelle aussi que le CEPIAS Normandie a ces outils qui sont disponibles sur leur site internet. Et vous avez aussi l'OMEDIT qui ont leurs propres outils qui sont disponibles sur le site internet. Les nôtres sont disponibles sur la communauté de pratique. Vous y avez accès. Hop, je retourne sur la communauté. Je vais voir les outils. Et on accède aux outils, au catalogue qu'on va avoir dans quelques instants et les différents outils que propose Canva, qui sont téléchargeables sous forme de kit. Je vous ouvre le catalogue pour vous montrer à quoi il ressemble. Ou pas. Si c'est bon, ça arrive. Voilà. Donc c'est la nouvelle version qu'on a mis à jour là cet été. Pareil, hein, on va vous l'envoyer dans le chat. Je vais vous le glisser pendant que Marianne fera ses présentations d'outils. Et vous aurez aussi accès à cet outil via notre plateforme. Donc on décrit les généralités, à quoi s'engage Canva en vous remettant ces outils, quel est le contact. Donc c'est Sandrine qui est le contact privilégié qui après qui nous redistribue les demandes. C'est la voix de Canva. Hein. Et on retrouve tous les outils qu'on va vous présenter. Et du coup, j'en prends un voilà, au hasard. Pour chaque outil, en fait, vous avez le principe, les personnes qui sont ciblées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Les personnes qui sont ciblées, la méthodologie, le sujet et les thématiques qui sont abordées dans ces outils, ce que contient le kit et qui a élaboré cet outil. Et bien du coup, je vais passer la main à Marianne pour qu'elle commence à vous présenter les différents outils. Est-ce que vous voyez tout? Voilà, c'est bon. Donc là, je vais vous présenter 4 outils. Aurélie vous présentera les suivants. Avant de commencer, je voulais faire un petit point aussi sur la situation particulière que l'on vit actuellement, puisque nous sommes en contexte de crise sanitaire. Donc là aussi, la mise en place des outils qu'on va vous présenter va être un petit peu impactée. Il y aura des précautions supplémentaires à prendre. Déjà, pour quel que soit l'outil que vous allez mettre en place, les recommandations, c'est celles que vous connaissez déjà en fait. Le port du masque pour tous les participants et tous les animateurs, et ce dès l'arrivée sur l'atelier. Et puis un nettoyage des mains, donc avant l'entrée dans l'atelier, en sortant de l'atelier. Et puis pourquoi pas en profiter pour faire un mini-atelier sur le bon lavage des mains. Ça peut être l'occasion de refaire cette petite sensibilisation. Donc, le premier outil que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle la chambre des erreurs, ou alors parfois la chambre des risques ou le domicile des erreurs. En fait, le principe de cet outil, ça va être de reconstituer une chambre de patient ou de résident ou le domicile d'une personne et d'y glisser des erreurs qu'on aura préalablement identifiées. Donc, l'objectif, c'est que les équipes vont rentrer dans cette chambre reconstituée et vont devoir retrouver les erreurs qu'on aura volontairement glissées. Donc, on vous propose 7 scénarios. Donc, en fait, pour chaque scénario, ça s'adresse à un public particulier. Par exemple, le scénario numéro 1, ça va traiter principalement d'un patient diabétique. Donc là, vous voyez que selon le scénario, il y a un contexte particulier. Donc, on vous en propose 9, donc au choix. Et donc, en fait, dans le catalogue, vous avez en page 5, un descriptif des thématiques qui sont abordées pour chaque scénario.
Par exemple, le scénario 1, il aborde la gestion des déchets, la gestion du risque infectieux, la promotion de la bientraitance. Et puis, vous retrouvez aussi les secteurs concernés. Vous voyez que chaque scénario concerne spécifiquement certains secteurs. Donc là aussi, ça peut vous aider à sélectionner le scénario à mettre en place dans votre structure. Donc, ce sont des outils qui s'adressent à tous les professionnels de l'établissement, que ce soit du professionnel soignant, médical, administratif, de l'entretien, etc. Et bien sûr, comme on en parlait tout à l'heure, les usagers, les représentants des usagers, les associations d'usagers qui interviennent dans vos établissements. L'idée, c'est vraiment d'avoir des équipes pluriprofessionnelles pour faciliter les échanges dans la chambre ou dans le domicile. Donc, on compte à peu près 30 minutes à partir du moment où vous accueillez les équipes qui vont rentrer dans la chambre des erreurs jusqu'à leur rentrée, le moment où elles vont chercher les erreurs et leur sortie. Il faut compter une trentaine de minutes à chaque fois dans votre planning. Donc, au niveau des équipes, on conseille 5 personnes maximum, c'est bien parce qu'au-delà, les échanges sont plus difficiles. Et au-delà, on sait qu'en général, c'est 2-3 personnes qui recherchent et puis les autres qui peuvent un peu moins participer. Donc, 5 participants par équipe, c'est le bon chiffre. Donc, pour chaque scénario, vous avez ce qu'on appelle un kit d'outils que je vais vous présenter. Donc, on a tout d'abord un protocole pour chaque scénario de chambre des erreurs. Donc, ça, en fait, le protocole, il explique vraiment tout le déroulé de la mise en place d'une chambre des erreurs. Donc, ça commence par l'engagement de l'établissement. Hop, juste ici. Comment on fait pour créer la chambre des erreurs? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Comment on le met en place? Est-ce qu'il y a des affichages ou des secteurs à mettre en place? Par exemple, avant d'entrer dans la chambre, vous pourrez avoir un endroit pour émarger, expliquer l'atelier. Ensuite, les gens vont rentrer dans la chambre, deuxième espace. Et ensuite, à la sortie, les gens vont aller dans un troisième espace qui permettra de faire un débriefing avec chaque équipe pour voir les erreurs qui ont été retrouvées, qu'est-ce qui n'a pas été retrouvé, et puis faire un rappel des bonnes pratiques. Donc, tout est bien expliqué dans le protocole qui accompagne chaque scénario. Dans les kits outils également, vous avez une fiche synthèse, si elle veut bien s'ouvrir. Donc, en fait, cette fiche synthèse, ça reprend vraiment les grands points à ne pas oublier à prendre en compte pour mettre en place une chambre des erreurs. Donc, ça reprend les grands points du protocole. Ensuite, pour chaque scénario, vous avez un listing des erreurs à mettre en place et puis pour chacune, le matériel nécessaire. Par exemple, si je prends la thématique risque de chute, une des erreurs à mettre en place, c'est le sol glissant. Donc, le matériel nécessaire, c'est de l'eau sur le sol. Alors, bien entendu, eau sur le sol en sorte quand même que les participants qui vont entrer dans la chambre ne se blessent pas non plus. Ce n'est pas l'intérêt. On ne fait pas une chambre réelle des erreurs, c'est une chambre reconstituée, bien sûr. Et vous avez également une correction que vous pouvez remettre aux participants à l'issue des ateliers. Donc, ce document, il reprend chaque erreur qui aura été mise en place avec les bonnes pratiques et les préconisations. Donc, vous avez également un bulletin de participation qui va être à remettre à chaque équipe. Donc, là, vous pourrez noter les participants dans l'équipe, un résumé du scénario et puis un bulletin pour que les participants puissent noter les erreurs qu'ils ont trouvées ou qu'ils pensent avoir trouvées. Après, ce sera à voir avec l'animateur, est-ce que les erreurs retrouvées sont bien celles qu'on attendait ou bien est-ce que quand on a mis en place la chambre, on a créé aussi d'autres erreurs qui n'étaient pas prévues, ça peut arriver. Donc ça, ce sont des scénarios qui sont déjà tout prêts. Ce qu'on vous propose également depuis l'année dernière, c'est une chambre des erreurs personnalisable. Donc là, le principe reste le même, sauf qu'en fait, vous choisissez vos propres thématiques et vos propres erreurs à mettre en place dans les chambres. Donc, vous pouvez soit déjà avoir, vous, des idées d'erreurs à mettre en place, ou alors ce qu'on a fait aussi, c'est un document qui reprend toutes les erreurs qu'on a identifiées dans toutes les versions de chambre des erreurs. Donc, on a repris par thématique des exemples d'erreurs. Donc là, il y a 8 pages d'exemples, mais vous pouvez très bien en choisir vous-même, ça, il n'y a aucun souci.
Et pour la petite information, là, cette année, on est en train d'ajouter des erreurs relatives à la recherche clinique. Donc, pour les structures qui peuvent être intéressées, c'est des erreurs qu'on est en train de définir et qui seront disponibles pour la semaine sécurité patient 2020. Donc, on complétera ce fichier-là et puis on vous tiendra informé quand ces erreurs seront disponibles. Je regarde si j'ai mon autre document. Voilà. Et donc, pour vous aider, eh bien, on a fait un document vierge cette fois-ci qui vous permet vous-même de noter vos thématiques, vos erreurs à mettre en scène et puis vos bonnes pratiques et préconisations. Là, ça peut être l'occasion aussi de parler de ce que vous mettez en place dans votre propre établissement et donc de personnaliser cette chambre des erreurs. Sachant que les thématiques sont libres, vous pouvez en traiter une ou deux comme vous pouvez en traiter 5. Là, c'est pareil, vous avez le champ libre pour créer votre propre outil. Donc, je regarde si je n'ai rien oublié. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous. Il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas ce principe de chambre des erreurs ou qui l'ont mis en place mais qui ont des questions. Moi, je voulais savoir, bonjour, est-ce que vous avez des informations sur la date, la semaine qui est définie cette année, parce qu'on n'a aucune info, et la thématique principale? Parce que là, il y a quelqu'un qui m'a, c'est Aurélie qui m'a répondu. Alors, on a par rapport à ça. Merci. On a des bruits de couloir, on n'a pas de confirmation encore. C'est vrai que tous les ans, on a l'information assez tard. Ouais. On a un petit peu avant vous, mais pas tellement plus tôt. Là, les bruits de couloir, c'est que ce serait la dernière semaine de novembre et que la thématique, ce serait l'identito-vigilance. Oui, c'est ce qu'Aurélie a répondu. Ok, très bien. Voilà. Mais on n'a pas d'autres informations à ce jour. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à l'outil suivant ? Non, il n'y a pas d'autres questions, il y a juste des commentaires. Il y a quelques chambres des erreurs qui existent en version virtuelle, comme celle de l'Omédit. Et puis, je disais dans le chat également que il y a le projet Jasper qui est aussi en virtuel. Et là, pour le coup, c'est carrément un établissement EHPAD qui a été reconstitué. Donc, on va au-delà de la chambre. Voilà. Après, on a quelques idées qu'on garde, on voudrait échanger avec vous pour essayer de faire évoluer cette chambre d'erreur qui peut paraître un peu lourd à mettre en place parfois, en fonction du monde qu'il y a. Mais on en reparlera en fin de séance. Donc, si c'est OK pour vous, je vous propose qu'on passe au deuxième outil qu'on vous propose. Donc, le deuxième outil, ce sont des quiz. L'objectif, c'est de sensibiliser vos équipes à la déclaration des événements indésirables. Et pour ça, on vous propose 4 quiz. Donc, le premier, c'est celui sur l'évaluation de la douleur. Donc, pareil, de la même façon que l'outil précédent, l'idée, c'est de participer en équipe pour favoriser le partage de connaissances et d'expériences entre professionnels et représentants des usagers, bien entendu. Donc, c'est des quiz qui sont assez simples. Il y a quelques questions sur les thématiques bien précises. Donc, le premier quiz, c'est sur l'évaluation de la douleur. Le second quiz, c'est sur la prise en charge médicamenteuse. Alors là, c'est spécifique HAD. Là, vous le voyez en en-tête. Des fois, on met des précisions quand c'est un secteur en particulier qui est concerné. Mais là aussi, là, c'est une idée d'outil qu'on vous donne, mais rien ne vous empêche après de personnaliser, de rajouter des questions. Après, on vous donne des supports, mais vous pouvez tout à fait adapter selon votre contexte. Le troisième quiz, erreur médicamenteuse, toujours en HAD. Donc là aussi, c'est assez simple au niveau des réponses, c'est des cases à cocher en général ou alors des points à relier. On a essayé de faire simple quand même pour les participants. Et puis le dernier quiz, c'est sur le droit des patients et des résidents, donc là qui a un secteur plus large, puisqu'il s'adresse aussi bien au secteur MCO, SSR, HAD, santé mentale, EHPAD et MAS. Voilà, donc c'est des outils qui sont assez faciles à mettre en place, qui peuvent être utilisés en équipe, mais aussi de façon individuelle tout au long de l'année, si vous avez besoin de faire des petits rappels ou des sensibilisations sur des sujets en particulier. Ça, c'est tout à fait possible.
Et donc, on compte une quinzaine de minutes, si vous le faites en équipe, le temps d'expliquer un petit peu comment va se passer l'atelier, le temps que les équipes complètent les quiz, et après qu'il y ait un débriefing à la suite, où là, vous pouvez faire des temps de sensibilisation sur des sujets en particulier. Donc, ces quiz, ils sont accompagnés d'un protocole. Hop, c'est pas celui-ci. Hop, voilà, protocole quiz. Je navigue entre les documents. Il n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Ah voilà, bah, si, il est là. Donc là, en fait, les protocoles, quel que soit l'outil, la structure reste la même hein, globalement. Donc ça reprend toute la méthodologie de mise en œuvre de l'outil, le matériel à prévoir et puis le déroulé de l'atelier. Donc ça, vous le retrouvez aussi pour les quiz. Et puis, vous avez également une correction. Donc là, je vais vous en montrer une pour le quiz douleur, par exemple, que vous pouvez remettre à chaque participant à l'issue de l'atelier, avec des recommandations et des bonnes pratiques pour chaque thématique. Voilà, c'était assez court, mais globalement, c'est un outil aussi qui se veut court et simple à mettre en place selon votre temps et les disponibilités des professionnels. Donc là aussi, on va prendre un petit temps pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc la question portait principalement sur est-ce qu'on avait un outil informatique pour pouvoir faire le traitement des données et des enquêtes. Et donc, je te laisse y répondre. Tout à fait, on a un outil, alors on a ce qu'on appelle une plateforme IFORAP que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. On s'en sert pour faire des saisies de données d'évaluation de pratiques professionnelles. Donc c'est un outil effectivement qui vous permet, vous, une fois que vous récupérez les bulletins de participation, de saisir les bulletins et puis d'avoir un rapport global. Voilà. Après, la deuxième question, c'était est-ce qu'il était possible d'envisager un fichier Excel tel qu'il est construit actuellement, il est utilisé pour la plateforme, mais peut-être qu'on peut envisager à terme de donner un fichier Excel pour que les établissements soient autonomes. Tout à fait. Après, c'est que le fichier actuel, bon, il y a des liens entre les différents onglets pour être compatible avec la plateforme. Mais après, c'est tout à fait faisable de même les utiliser en l'état. Il suffit qu'on vous explique comment bien le remplir et quels sont les onglets et les pages à ne pas bouger. Et après, vous pouvez tout à fait utiliser ce fichier Excel. Alors après, on nous demande s'il y a des quiz orientés SIAD. Pas ce jour. Mais là également, on peut en discuter en fin de séance quand on va être dans les perspectives. Nous, on note toutes vos idées. C'est vrai que des fois, on a des suggestions et donc on voit si on crée un groupe de travail, même pas très long, pour créer de nouveaux sujets. Et il y aurait la thématique aussi interruption de tâches qui serait évoquée. Alors, il y a Nicolas qui demande l'idée de saisir directement par les professionnels sur une plateforme afin d'éviter la recopie. On va bientôt changer de plateforme. Du coup, je ne sais pas si ce sera possible sur la nouvelle. En théorie, oui. Alors là, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que les séances de formation commencent justement la semaine prochaine. Mais en théorie, elle devrait fonctionner comme la plateforme actuelle où là, effectivement, il est possible de générer un lien que vous transmettez aux professionnels et qui leur permet de remplir directement leur formulaire en ligne. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on verra. En fait, je pense qu'on va naviguer entre la plateforme actuelle et puis la nouvelle qui va se mettre en place progressivement. Nous aussi, on s'améliore au fur et à mesure. Et là, par contre, il y a formation qui demande lien de la plateforme, point d'interrogation. En fait, c'est une plateforme qui est à part de celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc, on donne accès avec un code spécifique à cette plateforme que si vous êtes sûr de l'utiliser, en fait. Donc là, on ne pourra pas vous la montrer, surtout si en plus, d'ici quelques mois, on va en changer. Mais c'est un outil qui est assez simple à prendre en main. En général, on n'a pas trop de retours négatifs à ce sujet-là. Donc après, une fois que vous nous aurez fait une demande d'outils,
S'il y a un outil IFORAP associé, nous, on vous transmet le lien vers cette plateforme IFORAP avec un fascicule pour vous expliquer comment vous connecter et saisir les données. Donc, puis s'il y a un souci, nous, on est disponible aussi par téléphone, par mail pour vous accompagner. Donc, ça se fait bien. Ça, on vous le transmet dès que vous nous faites une demande d'outils. Je crois que c'est bon au niveau des questions. Le troisième outil, il est spécifique à la santé mentale, à la psychiatrie. Mais pareil, le principe peut être retenu après si vous voulez mettre en place dans votre structure. C'est un rallye. Donc en fait, l'objectif, c'est de balayer le parcours d'un patient en santé mentale avec des quiz à renseigner à chaque étape de la prise en charge. Donc là, je vais vous montrer ces fameux quiz. Alors, hop, santé mentale. Voilà. Donc le premier quiz, c'est pour l'étape numéro 1 qui traite du bureau des admissions et des entrées. Donc là, on vous explique le contexte. Monsieur Henri Sperdal-Constat, voilà, un patient de 53 ans, hospitalisé dans l'établissement, qui se présente au bureau des admissions et des entrées. Et là, vous avez un quiz. Alors, vous avez différentes thématiques par étape. Pour l'étape numéro 1, il y a une seule thématique qui est développée, c'est celle de l'identito-vigilance. Donc, vous avez un certain nombre de questions à renseigner, toujours par équipe si possible. L'étape numéro 2, c'est le service d'admission d'hospitalisation non programmée, donc qui vous permet d'aborder l'évaluation de la douleur, le dépistage des troubles nutritionnels, les droits des patients, l'hygiène des mains, l'administration des médicaments. Vous voyez qu'il y a pas mal de thématiques qui peuvent être balayées. Et c'est tout pour cette partie-ci. Et puis la troisième étape, c'est l'arrivée en service de soins de suite, service de transfert, qui permet là d'aborder la gale, la perte des clés, la perte du trousseau de clés au sein du service. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd ses clés? Le risque potentiel suicidaire et l'éducation thérapeutique. Donc l'idée, c'est de reconstituer, par exemple, avec 3 salles différentes qui sont adjacentes ou alors 3 box ou 3 stands différents, de façon à ce que les équipes rentrent. C'est un petit peu comme une chambre des erreurs, j'ai envie de dire, sauf qu'il n'y a pas tout le matériel à reconstituer. Mais l'idée, c'est vraiment de scinder ces différentes étapes pour voir qu'à chaque étape, il y a des points spécifiques à prendre en compte. Donc là, pareil, les professionnels concernés, eh bien, c'est l'ensemble des professionnels de l'établissement, même les administratifs, les représentants des usagers. Et donc, il faut compter une trentaine de minutes à partir du moment où vous accueillez les participants, les membres d'une équipe, puis le moment où ils rentrent dans les différents box pour les différentes étapes, et puis le moment où vous faites le débriefing avec eux. Donc, comme pour les autres outils, vous avez un protocole, donc qui reprend toujours les grandes étapes pour mettre en place ce type d'atelier avec le matériel nécessaire. Vous avez aussi une fiche point clé que je ne vous montre pas là, mais qui reprend les grands points à suivre, comme pour la chambre des erreurs. Et puis, vous avez la correction aussi des quiz. Voilà, question. Et je dois avoir réponse ici. Donc, c'est comme pour les quiz présentés tout à l'heure. Vous avez les questions avec les corrections que vous pouvez transmettre aux participants et qui peuvent vous servir de base pour échanger avec eux et revenir sur certains points qui auraient pu ne pas être compris. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce troisième outil, donc qui lui est effectivement destiné plutôt au secteur de la santé mentale. Alors, il y a une question. Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée au stand du CH de l'Aigle? Alors, si on reprend dans l'ordre chronologique, vous avez l'accueil des participants, où là, il y a les équipes qui se constituent et vous leur expliquez, vous leur mettez un petit peu le décor. C'est-à-dire que vous leur dites, voilà, il y a monsieur Henri Sperdal-Constat qui se présente au bureau des admissions et des entrées. Et puis là, vous les faites entrer dans ce premier box pour le remplissage du quiz.
En fait, l'arrivée à l'atelier, c'est un briefing en leur expliquant comment ça va se passer. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Elle demande aussi la personne... Oui, c'est OK, c'est bon. Bon, parfait. Je ne vois pas d'autres nouvelles questions. Pas d'autres questions? En tout cas, s'il y a des questions qui ne vous viennent pas maintenant, mais que vous avez après, on reste disponible, hein, bien sûr. Donc, je vais pouvoir passer au dernier outil qui ne figure pas à ce jour dans le catalogue. Alors, c'est un outil un petit peu particulier puisqu'on l'a créé dans le cadre des Olympiades du soin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de prends ma place de patient résident personne accompagnée. Donc, l'idée, c'est de proposer des défis pour que les professionnels prennent la place du patient sur un acte du quotidien. Et donc, dans le cadre de ces Olympiades, on a créé un jeu qui s'appelle le jeu des 7 erreurs, qui vise à identifier les erreurs d'installation au fauteuil roulant. Donc ça, c'est un outil qui peut tout à fait être sorti des Olympiades du soin et que vous pouvez utiliser, vous, pendant la semaine sécurité patient. Donc ce kit, en fait, il comporte une photo. Voilà, une photo que vous pouvez plastifier dans le contexte sanitaire actuel, ce qui vous permet de la désinfecter entre chaque passage. Donc là, c'est des photos de fauteuils prêts avec une personne installée dedans. L'idée, c'est que les participants retrouvent les erreurs qui se sont glissées. Et donc, une fois que le jeu est fait, il y a bien entendu une correction qui permet d'échanger avec les participants sur « Ah bah tiens, ça c'est vrai que sur tous nos fauteuils, les cale-pieds sont mal réglés, on a tel ou tel problème ». Et ce qui permet parfois de revoir tout son parc de fauteuils et puis de faire les réparations qui sont nécessaires. Les établissements qui ont mis en place ce jeu, ils en ont profité justement pour refaire un tour de tout leur matériel et ça a été une bonne opportunité pour certains. Donc, vous avez également un bulletin de participation que vous pouvez distribuer aux participants qui leur permet de noter les erreurs retrouvées. Et puis, ce qu'on conseille aussi, c'est qu'à l'issue de cet atelier, vous puissiez avoir un temps d'échange et de sensibilisation avec l'ergothérapeute qui peut très bien intervenir et expliquer pourquoi telle position est préférable à une autre et qu'est-ce que risquent les patients s'ils sont installés de telle ou telle façon. Ça peut être une proposition aussi. Donc voilà, cet outil-là, vous pouvez le mettre en place sans participer aux Olympiades du soin. Bien entendu, ça peut être fait complètement à part. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place puisque finalement, vous n'avez que les affiches à préparer et ça peut être fait assez facilement. Donc, vous avez peut-être des questions sur cet outil. Alors ça, c'est un concept qu'on abordera à l'issue de cette webconférence parce que ça nous a donné des idées pour la suite. Mais je ne vous en dis pas plus. A priori, il n'y a pas de questions. Donc du coup, on va continuer sur la présentation des outils en commençant par l'analyse de scénario par un film. Alors, en fait, ça arrive. Dans le kit que vous recevrez, voilà ça. Vous recevrez donc, vous retrouverez systématiquement, on a conçu nos kits de façon à ce qu'ils soient homogènes. Vous retrouverez le protocole, une petite synthèse de préparation, un modèle d'émargement, une attestation de participation, un petit fascicule d'erreurs de bonnes pratiques et le fameux film. On part d'un film pour pouvoir dénicher les erreurs qui sont notées. Par exemple, ce film qui est issu de l'ARS Basse-Normandie, qui est issu en fait de l'Omédit, c'est l'Omédit qui l'avait créé, et qui présente Monsieur Lecoeur, qui est hospitalisé et qui rentre chez lui.
J'avance un peu pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc forcément, c'est un film qui est très orienté médicaments. Et l'idée est de dénicher les erreurs. Donc là, on passe à la partie organisation en HAD. Du coup, il faut filer à la pharmacie, vu les horaires. La pharmacie ferme bientôt. Hop. Bien sûr, toute ressemblance avec des cas existants n'est pas fortuite. Et on a aussi l'installation à domicile avec les conditions du domicile. Jusqu'à l'arrivée de l'infirmière du matin. Et le constat de l'événement. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut avoir comme film. Et derrière, du coup, on a hop, et je vais vous mettre ici hop, les documents qui sont en lien. Alors ici, on a toutes les identifications des erreurs qui sont à retrouver dans le film. Et ce document peut être le document qui sera remis, puisque derrière, on a l'erreur et les bonnes pratiques et préconisations face à ces erreurs-là, pourra être remis aux participants à l'issue de l'exercice. Vous avez bien sûr le protocole qui décrit comment mettre en place cet atelier. La fiche synthétique que je vous parlais et qui récapitule les points clés de cet atelier. Et ça, c'est un autre protocole. Est-ce que vous avez des questions sur cette première mise en bouche?
pour l'instant, non. Non, pas de questions visiblement sur cet outil. Ok. Alors du coup, je vais passer au suivant, qui est également des analyses de scénarios, mais cette fois non filmées. Hop. Donc nous avons plusieurs types de scénarios. Et là encore, hop, je vais vous montrer sur le catalogue, ce sera plus simple, tous les scénarios qu'il y a. Donc, il y a, hop, voilà, des scénarios sur le patient non communicant douloureux, un scénario sur le patient qui fait une fausse route alimentaire, un autre scénario analysé, patient agité avec surdosage médicamenteux, dépôt des biens et des valeurs, un scénario sur l'identitovigilance, un scénario sur l'épidémie virale digestive et un scénario incendie. Donc on est parti de scénarios qui avaient déjà existé et on les a légèrement modifiés hein, puisque c'est un groupe de travail qui a travaillé sur cet outil-là. Et on s'est basé sur une analyse de scénario qui était fait dans le cadre de l'hygiène par le CEPIAS. Donc on a repris la méthode et on l'a adaptée pour faire ces scénarios-là. Derrière, alors, si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Vous avez là aussi le protocole qui reprend comment mettre en œuvre voilà, le public concerné, le matériel qu'il vous faut, comment est-ce qu'on met en œuvre les différentes étapes. Il faut que j'attende un peu le temps que ça arrive. Voilà, ça devrait être bon. Donc, vous avez le temps timé qui doit mettre l'action, et derrière le détail de l'action, ou du moins des propositions. Vous avez un paragraphe comment valoriser en fait ces actions au sein de la structure. Et vous avez un exemple ici de scénario. Donc un patient adulte non communicant présente brutalement un passage hétéro-agressif lors des repas. Depuis 3 semaines, un amaigrissement est constaté. L'ajustement des thérapeutiques médicamenteuses est sans effet. Pour contenir son agressivité, sa prise en charge nécessite de recourir ponctuellement à la chambre de soins intensifs. Une infirmière constate une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Après consultation chez le dentiste, plusieurs extractions dentaires sont réalisées, à la suite de quoi le patient ne présentera plus de passage hétéro-agressif de ce type. Et derrière, l'idée, c'est d'analyser ce scénario-là en équipe pluridisciplinaire. Donc, ça peut être fait au sein d'un service ou alors en atelier en mélangeant des professionnels de plusieurs services différents. Libre à vous d'organiser comme vous le souhaitez. Et c'est d'identifier tous les défauts de soins qu'il y a pu y avoir, tous les facteurs contributifs, de faire une analyse de ce scénario. D'identifier toutes les barrières qui auraient pu éviter en fait cet événement, que ce soit dans le prévoir. Donc là, on revoit la mouture un peu qualiticienne, donc que ce soit dans le prévoir, que ce soit dans la réalisation, donc la mise en œuvre des soins, que ce soit dans le contrôle, dans la vérification, dans les indicateurs et les checks qui sont faits régulièrement, et dans l'ajustement derrière qu'on peut avoir face à tout ça. Pour vous accompagner, l'animateur a également la possibilité de diffuser un PowerPoint où là aussi
cet outil prévoit une explication de comment va se dérouler la séance. Donc c'est un support pour l'animateur, hein, puisqu'il faudra 2 animateurs, un animateur qui va distribuer la parole, qui va animer l'émulation et l'analyse, et un autre animateur qui va plutôt être sur la prise de notes, sur un paperboard par exemple, de façon à ce que le premier animateur se concentre vraiment sur l'animation du groupe, et le deuxième pour qu'on puisse relever toutes les idées et potentiels axes d'amélioration. Donc ce PowerPoint peut servir de guide. Rappeler la méthode, donc c'est 1 heure maximum pour l'analyse de scénario. Bien sûr, les échanges sont confidentiels. On étudie d'abord le scénario comme s'il s'était passé ailleurs, et ensuite on s'imagine ce scénario dans notre propre structure, dans notre propre service, et on imagine tous les défauts et toutes les barrières qui sont ou qui pourraient sauter au moment de cet événement, si il, bien sûr de manière hypothétique, pouvait survenir dans le service ou dans la structure. C'est une analyse qui se fait en équipe et qui peut être valorisée finalement dans votre démarche qualité et sécurité. Les objectifs, c'est d'analyser ce scénario, d'évaluer la probabilité de survenue de cet événement dans la structure, ce qui vous permet finalement d'alimenter vos cartographies des risques, d'analyser quelles sont les barrières, si elles sont présentes, si elles sont opérationnelles, et puis d'analyser toutes les vulnérabilités, toutes les faiblesses, tous les points à améliorer au sein du service. Et l'identification des axes d'amélioration, des solutions sont réalisées finalement en équipe, donc elles ont un impact plus fort, et elles sont faites à l'échelle du service pour qu'elles puissent être appliquées le plus rapidement possible. Et donc derrière, il y a la lecture du scénario avec voilà. Sur quoi les mots sur lesquels on peut travailler de manière un peu plus intensive. Donc voilà, c'est les questions qu'on peut se poser quand on analyse l'événement, quand il se passe ailleurs. On résume les différents axes de questionnement qu'on peut avoir, et derrière on fait comme si cet événement arrivait ici, on l'évalue son risque, et puis on se pose également les questions de s'il arrivait dans le service en question. Et donc après, c'est d'établir un plan d'action et de réaliser un compte-rendu de séance qui sera diffusé. Et il est prévu aussi dans ce protocole un questionnaire de satisfaction, alors un questionnaire de satisfaction à chaud et un questionnaire de satisfaction à 3 mois pour voir l'évolution de et l'impact de cette analyse en équipe. Voilà pour l'analyse de scénario. Est-ce que vous avez des questions ? Une remarque, méthode un peu lourde à préparer et à mettre en place. Oui, ça demande un peu de temps et d'organisation. Ouais. Par contre, l'impact est important derrière, parce qu'on est vraiment dans de la gestion des risques au niveau terrain finalement. Avec l'aide d'un cadre de soins, effectivement. Alors oui, les animateurs, du coup, ils sont à choisir en fonction de la thématique. Donc, ce que le groupe préconisait, c'est d'avoir un animateur qui est plutôt orienté méthodo et un animateur qui serait plutôt expert de la thématique.
Donc pas forcément un cadre de soins. Le cadre de soins peut faire partie des participants. Mais voilà, cette double casquette, enfin ce binôme doit pouvoir se compléter. Référent qualité et référent thématique. Voilà, avec en termes de préparation, effectivement. Alors après, dans le document, oui, ici, en fait, on vous a fait une pré-analyse. Donc la préparation, elle se fait surtout au niveau de l'organisation, puisque vous avez déjà en grosse partie les défauts qui seraient ou qui pourraient être retrouvés. Alors il y en aura sûrement des supplémentaires, mais l'analyse de ailleurs, elle est déjà faite. Et elle vous servira de base pour faire l'analyse ici. Et engager la discussion sur comment ça se passe si l'événement se déroulait dans le service. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Au suivant. Donc le suivant, c'est le jeu de rôle. Hop, il faut juste que je trouve la bonne page, voilà. Donc le principe, ça repose, c'est une expérimentation qui avait été réalisée dans des EHPAD et qui a été transformée du coup lors d'un groupe de travail en outils qu'on vous met à disposition aujourd'hui. Donc le principe, c'est de partir un peu sur le théâtre d'improvisation et finalement de faire jouer les professionnels des rôles qu'ils tireraient au hasard pour se mettre dans la situation. Et une fois que les rôles, la scénette a été réalisée, c'est de discuter finalement. Donc bien souvent, les professionnels, quand ils jouent un rôle, ils font référence à des choses qu'ils ont vues sur le terrain ou des craintes de se trouver confrontés à ces situations-là. Donc, l'organisation, elle se passe de la manière suivante. Donc, bien sûr, il faut pouvoir organiser l'atelier. Il y a toute une communication, une planification à faire, puisqu'il faut pouvoir détacher les professionnels. Il faut pouvoir avoir un animateur d'atelier qui va pouvoir gérer la discussion. Il faudra une salle aussi avec du matériel pour pouvoir jouer ces fameuses petites scénettes. Donc, il y a deux groupes qui passent en même temps. Il y a un groupe A qui va jouer la scénette et le groupe B qui va regarder la scénette. Et après, on inverse. C'est le groupe B qui va improviser une scénette et le groupe A qui va regarder. Et chaque improvisation est source de discussion derrière pour échanger sur les impressions et sur les pratiques en lien avec la situation qui a été jouée. Et en conclusion, l'animateur peut, va rappeler les bonnes pratiques et les procédures institutionnelles et évaluer la satisfaction des participants. Voici les situations qui vous sont proposées. Donc un résident qui sonne de façon intempestive, une attitude bienveillante envers un résident lors de la prise d'un repas, un soignant s'adressant de façon familière avec le résident, le respect de l'autonomie du résident lors d'une toilette, un résident qui refuse des soins, deux résidents qui s'agressent, la disparition d'un résident, un résident est retrouvé au sol dans sa chambre, l'erreur médicamenteuse, la panne d'ascenseur, une famille se plaint de la perte de linge, la perte d'un objet personnel et deux professionnels se disputent dans la salle du restaurant en plein déjeuner. Donc l'idée, c'est de
Alors, où est-ce que je les ai mis? Ils sont là, voilà. Donc, vous avez des petits papiers, en fait. Donc, l'idée, c'est de découper ces petits papiers, de les mettre dans une boîte ou dans un chapeau ou dans un bol ou peu importe. Et en fait, le groupe A va tirer une situation et chaque membre du groupe A va tirer un rôle à jouer. Donc, comme c'est l'animateur qui prépare les bols, si il peut rajouter ou enlever des situations, rajouter ou enlever des rôles. Voilà, donc il y a une petite préparation en amont. Des petites adaptations en fonction des groupes que vous pouvez avoir ou en fonction des thématiques que vous souhaitez traiter lors de ces ateliers. Donc, une fois qu'ils ont tiré leur rôle, on leur laisse quelques minutes pour se préparer et se mettre d'accord sur quoi ils vont jouer, hein, pendant qu'ils se préparent, bien sûr. Le deuxième groupe, le groupe B, sort de la pièce. Une fois que le groupe A est prêt, ils sont mis d'accord sur quelle situation, comment ils vont la jouer, le groupe B revient, regarde la situation et après on débriefe. Et on passe à l'inverse. Le groupe A sort, le groupe B pioche la situation et les rôles, et c'est le groupe B qui va simuler une situation, le groupe A qui va regarder et on débriefe après. Est-ce que j'ai été claire? Vous avez pareil un protocole dans le kit qui reprend toutes les données qui vous permettent de préparer cet atelier. Alors, on me répond que oui, tu as été clair. Bon, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là encore, ça demande un peu de préparation. Ça demande aussi d'avoir un animateur suffisamment à l'aise sur les thématiques qui pourraient être abordées et sur finalement la gestion de la discussion. Alors, j'ai une question en attendant que les questions pour cet outil-là tombent par rapport à l'analyse de scénario Oui. ici ailleurs. Est-ce que c'est adaptable à d'autres secteurs que masse et santé mentale? Oui. Alors, je ne sais pas si c'était spécifique à cet outil-là ou à tous ceux qu'on a présentés. Je peux te laisser répondre pour ceci. En fait, c'était un groupe de santé mentale qui l'avait élaboré, mais on a quand même choisi des scénarios qui étaient suffisamment, qui pouvaient être adaptables aux structures, comme je pense à l'alarme incendie, le risque incendie. Il peut être utilisé dans n'importe quelle structure finalement. Le patient douloureux, il faudrait peut-être juste, et non communicant, ça peut arriver dans n'importe quelle structure. Il faudra peut-être juste enlever la partie mise en chambre de soins intensifs. Voilà, il y aura peut-être une petite adaptation à avoir et on est preneur également si vous souhaitez avoir de nouveaux scénarios encore plus adaptables à votre structure. On peut vous accompagner pour créer ce scénario et l'analyse derrière. J'ai une question donc, sur le jeu de rôle. Combien faut-il prévoir de personnes par groupe? Alors, de mémoire, je ne me souviens plus, c'était pas plus de 3 à 5, pas plus de 5, parce qu'après ça fait beaucoup et il faut que chacun puisse avoir un rôle à jouer et faut que ça reste suffisamment intime parce qu'il y a comment ça s'appelle, des situations qui peuvent être un peu compliquées parfois et qui vont ressortir à ce moment-là. Donc il faut pouvoir permettre cet espace d'échange en confidentialité et aussi en se sentant protégé finalement. De pouvoir libérer la parole en fait. Parce que du coup, ces rôles sont, enfin, ce rôle théâtral va surtout axer sur le savoir-être et le savoir-faire. Il n'y a pas d'autres questions visiblement sur cet outil. Ok. Et donc, le dernier, c'est le puzzle. Donc en fait, le kit, il se présente encore une fois avec le protocole,
où tout est détaillé. Vous avez un guide d'animation qui reprend les règles du jeu, les objectifs et comment une checklist de préparation, de déroulé et de conseils. Et derrière, la correction de l'exercice. Vous avez une attestation, une feuille d'émargement avec la possibilité de recueillir quelles actions ont été, quelles réponses ont été retrouvées ou pas. Comme ça, après, derrière, vous pouvez checker les réponses qui ont été le plus ou moins retrouvées et refaire une sensibilisation, pourquoi pas à l'échelle de l'établissement si nécessaire. Et puis un petit questionnaire de satisfaction. Vous avez un modèle d'attestation, comme dans chaque kit d'ailleurs, d'outils, qui est personnalisable, hein, puisque vous pouvez rajouter votre logo. Et voilà comment se présente l'outil. En fait, c'est un plateau. Hop. Avec plusieurs questions, donc vous pouvez le plastifier, vous pouvez l'imprimer, le plastifier vous-même, pareil pour les consignes d'hygiène. Et à côté, vous avez les réponses sur des petits carrés. Et l'idée, c'est que vous prenez une question, vous cherchez la réponse en équipe. Donc, il faut une équipe de 5 professionnels, pas beaucoup plus, pour que les gens puissent rester autour et réfléchir ensemble. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir discuter de façon à ce que les gens puissent se mettre d'accord sur les réponses. Bien sûr, il y a des réponses vraies et des réponses fausses. Et puis après, vous mettez votre réponse au fur et à mesure que les réponses sont trouvées dans l'ordre ou pas. Et c'est la magie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois rempli. Hop. Donc on se retrouve avec un plateau qui est rempli, et une fois qu'il est rempli, il n'y a plus qu'à retourner les pièces pour voir apparaître un schéma récapitulatif qui reprend tous les messages clés des questions-réponses qui ont été trouvées. Donc ici, c'est sur la gestion des événements indésirables. Et en fait, assez rapidement, en retournant, on voit s'il y a eu une erreur ou pas. Donc là, on se rend compte qu'il y a une erreur qui s'est passée là. Donc du coup, les professionnels peuvent relire la question et rechercher parmi les réponses qui restent quelle est la réponse appropriée. Et en fait, c'était celle-là. Et du coup, l'animateur derrière, il peut débriefer à partir de ce schéma-là en reprenant tous les messages clés à récupérer, tous les messages clés en fait à faire passer. C'est un atelier qui dure 10 minutes. Vous pouvez, alors, hors période Covid, on le faisait comme ça. Maintenant, bien sûr, c'est à adapter au vu du contexte actuel. Mais du coup, un animateur pouvait gérer 5 groupes en simultané dans une grande salle. Il suffisait juste d'avoir une table, ce puzzle-là posé sur la table, et puis l'animateur va drouiller de table en table pour débriefer et pour aider les professionnels s'ils avaient des questions. Donc, il y a ce qui a été élaboré à ce jour. Il y a celui-là sur la gestion des événements indésirables pour la femme enceinte, pour le résident et puis pour le patient. Vous avez aussi un plateau qui a été réalisé sur le circuit du médicament, mais pour la femme enceinte. Et il y a également un plateau qui a été réalisé sur le dossier partagé qui avait été diffusé en Basse-Normandie. Je crois qu'en Haute-Normandie, vous ne l'aviez pas, ce dossier-là. Je sais qu'il y a certains établissements qui se sont
je vais me remettre, qui se sont... Voilà, c'est bon, ouh, j'ai réussi. Qui se sont finalement approprié ce concept et qui ont fait leur propre plateau de jeu avec leurs propres erreurs, notamment sur les erreurs médicaments. Donc en fait, les médicaments, c'est des petites scénettes. J'aurais pu vous le montrer à quoi ils ressemblent. Je ne sais pas si je l'ai là. Je vais rebaisser ça. En fait, c'est des petites scénettes, des petits... je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est flou. Là, ça va, c'est moins flou que tout à l'heure. Ça dépend comment tu mets la feuille devant la caméra, en fait. Là, c'est bon. Donc voilà, c'est le prescripteur de Madame Gesta après... Oula, j'ai bougé. Enfin voilà, c'est des petites scénettes, j'arrive plus à lire, c'est flou sur mon écran. Et à l'envers, c'est un peu compliqué. C'est des petites scénettes, des petites situations. Et du coup, l'idée, c'est de retrouver dans les réponses ce qu'on aurait dû faire à ce moment-là. Et donc, c'était un pharmacien d'un autre établissement qui avait repris ce concept-là et qui avait mis d'autres questions dans ce plateau de jeu et qui avait fait d'autres réponses. Et en fait, en reconstituant le puzzle, c'était la figure des 5 B qui était notée. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions sur cet outil. Donc, je rappelle peut-être que ces outils sont disponibles sur la plateforme collaborative. Pareil, on vous enverra par mail les informations. Du coup, à ceux qui se sont inscrits, puisqu'on a leur adresse mail. Si jamais vous n'êtes pas inscrit, que vous voulez recevoir sur votre adresse mail perso ou professionnelle, on vous invite à nous renvoyer un mail à Calva pour qu'on vous les transmet. Et là, c'est ce que je vous ai dit en début de séance. Normalement, c'est enregistré. S'il n'y a pas eu de bug, ça devrait fonctionner. Et du coup, on vous remettra tout ça à disposition sur notre site internet. Au niveau perspective, voilà, donc nous, on vous invite à continuer, poursuivre ces échanges sur la communauté de pratique, donc via la discussion sur le forum et puis à partager vos outils si vous en avez. Ce qu'on se demandait, c'était est-ce que vous seriez partant pour adapter les outils qu'on a déjà, les adapter d'une à la période Covid, puisque il vaut mieux éviter trop de regroupements dans une même pièce et du coup, il faut éviter tout ce qui est, comme c'est un virus manuporté, il vaut mieux éviter de toucher des outils. Du coup, alors je ne sais pas si on dévoile, Marianne, tout de suite nos idées ou si on attend de voir. On peut parce qu'il y a des choses qui ont été évoquées, notamment de faire des photos sur d'autres thématiques. Photos avec des erreurs. Ouais. D'autres erreurs. Ouais, c'était ce qu'on s'était dit aussi. Transformer finalement nos chambres des erreurs en photos d'erreurs. Et pareil, on met en scène des situations où on pourrait du coup les afficher en grand et les professionnels pourraient se mettre autour, discuter entre eux, donc pareil en petits groupes, et essayer de repérer, un peu jouer au Sherlock Holmes, où est Charlie, je ne sais pas, pour essayer de trouver finalement les erreurs qu'il y a sur ces différentes photos. Ça, c'était une idée qu'on avait eue. Après, je ne sais pas si vous voyez d'autres façons de faire. C'était de pouvoir aussi... oui, pardon. Non, excuse-moi, je te coupe. J'avais un oui, bien sûr, pour une participation à ce type de réflexion, donc merci. Il y a aussi la possibilité de faire de nouveaux scénarios. Oui. J'arrive pas à envoyer le message. Oui. Je trouve aussi que l'idée des photos, c'est super intéressant en fait. Ouais. Ça dure pas longtemps.
ils nous demandent toujours d'être, enfin, ils sont toujours pris par le temps. Donc, je trouve que c'est pas mal l'idée aussi de ces photos. Je reviens sur, du coup, c'était le fauteuil roulant. Et c'est vrai que l'année dernière, on a essayé de le mettre en place et tout. Ça a moyennement marché alors qu'il y avait un gros investissement de l'école d'ergo qui était là, etc. Je pense que du coup, si nous, on se déplace du coup dans les services avec l'ergo sur des trucs comme ça, on aura peut-être plus facilement, enfin, on touchera peut-être plus facilement de monde. D'accord. Je trouve que c'est pas mal l'idée des photos. Et puis, moi, j'ai mis clairement des outils ludiques et du coup, c'est pas mal ça aussi. Le puzzle aussi, je trouve ça très sympa aussi avec les trucs qu'on retourne. Je trouve que c'est aussi, ça peut être... et puis, ça peut être, puisque Madame disait représentante des usagers, moi, les miens, ils participent beaucoup à l'hôpital et je trouve qu'ils pourraient être investis justement là-dedans. Ça pourrait être pas mal sur les fauteuils roulants, toutes ces choses-là. Ça peut être pas mal aussi, en fait. J'arrive pas à vous envoyer des messages, en fait, c'est pour ça. C'est pas grave, mais c'est très bien. Par échange vocal aussi, c'est très bien. Il n'y a pas que nous qui parlons comme ça, c'est pas plus mal. Du coup, ça donne plein d'idées. Je trouve que vraiment, vous nous apportez beaucoup d'idées, en tout cas, et de sujets sur lesquels on peut s'y retrouver. Pas évidemment forcément sur tout, mais il y a des choses vraiment intéressantes. Franchement, super boulot, quoi. Merci pour ceux qui ont travaillé, parce qu'ils ont été nombreux. Et puis c'est grâce à toutes vos propositions. C'est vrai qu'à chaque édition, vous reveniez avec des idées et des suggestions qu'on a tenté de prendre en compte pour les éditions suivantes. Donc tout ça mis bout à bout, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un panel de plus en plus conséquent et puis qui va s'étoffer aussi avec toutes ces nouvelles idées. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? D'autres personnes souhaitent prendre la parole, peut-être? Après, nous, ce qu'on avait bien aimé, ce qu'on a mis en place à la clinique, c'est les petites vidéos des scénarios de l'Omédite. D'accord. C'est quelque chose qui fonctionne bien pour sensibiliser les professionnels. Et effectivement, vu que là, on ne va pas pouvoir peut-être faire des choses concrètes avec des chambres des erreurs, ça serait peut-être d'utiliser les vidéos proposées par l'Omédite parce qu'il y a tout ce qui est identito-vigilance, erreurs médicamenteuses et tout. Oui, ils en ont fait pas mal. Ouais. Est-ce que de nouvelles vidéos, ce seraient des choses que vous apprécieriez? Parce que du coup, celle que vous avez montrée, on la connaît, les professionnels la connaissent, ils ont travaillé dessus avec notre pharmacien responsable des risques associés aux soins. Et je crois que si on pouvait avoir d'autres petites vidéos, ça serait génial. D'accord. Donc je vois quelqu'un qui met... Ah, bloc opératoire, très bonne idée. Ok. Ouais. Parce que je pensais aussi, bon, c'est le dernier point, mais les outils de sensibilisation sur les risques épidémiques, puisqu'on est en plein dedans, ça pourrait être aussi sous forme vidéo, sous forme de photos, genre comment s'habiller, comment on met son masque, comment... Donc c'est à destination de tout le monde. Il y a un établissement qui s'est proposé déjà pour faire un outil genre code de la route avec des thématiques. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous apprécieriez, oh, j'arrive pas à lire, hein, que vous aimeriez, voilà, ça sera plus facile, avoir là rapidement? Donc je vois absolument, oui, c'est un bon support de discussion pour les équipes. Donc il y aurait la thématique du bloc opératoire. Donc le risque épidémique. Est-ce que vous voyez d'autres thématiques ? Bon, après, vous avez le temps de réfléchir encore. Hein.
Et puis, du coup, on est aussi toujours preneur de vos outils pour pouvoir les valoriser ou de vos expériences pour pouvoir les valoriser au sein de la communauté, pour pouvoir les rendre visibles au niveau régional, hein, du travail que vous effectuez au sein de vos structures. Et puis, du coup, que ça donne envie et que ça donne des idées aux autres établissements. Donc là encore, on peut revenir vers vous pour essayer de voir est-ce qu'on fait ça sous forme d'un outil qu'on déploie après au sein de Canva, est-ce qu'on fait une présentation pour que vous puissiez, qu'on puisse diffuser. Voilà, ou juste une interview si vous préférez ce mode-là, tout est ouvert, ou toute autre chose auquel vous auriez pensé. On va d'ailleurs diffuser là avec le retour de ce qu'on aura filmé aujourd'hui, de cette présentation. On va vous diffuser un questionnaire de satisfaction et dans la foulée également un appel à participation pour savoir quel type d'outils vous aimeriez avoir et si vous voulez participer à la construction de l'un d'entre eux. Alors je vois prise en charge avec les pompiers. Voilà. Donc, merci Delphine, au revoir. Je ne sais pas, elle est peut-être déjà partie. Merci aussi F. Meneur. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, nous, on en a fini avec notre présentation. On vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir participé à ce premier web café. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. C'est vrai que c'est niveau technique aussi, c'est une première pour nous. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions voilà, pour qu'on puisse aussi faire encore mieux pour les prochaines. Donc, voilà, votre avis est important aussi. Super, mais pas de café, ben oui. Ouais, il fallait le prendre. Pas les limites du direct. Vous aviez le droit de ramener votre café. Bah, merci à vous, beaucoup, d'avoir été là. On avait un peu peur qu'il n'y ait personne, mais non, il y a du monde, ça va. Eh bien, merci alors. Bonne journée à tout le monde. Au revoir, merci. Bonne journée à toutes. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne journée, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous renvoie tout ça par mail. Et puis, je pense que d'ici la fin du mois, vous aurez accès au replay sur le site internet. Et merci beaucoup. On reste à votre disposition. Bonne journée à vous et puis bon appétit du coup.